L'air d'octobre porte une douceur trompeuse. Le soleil levant teinte le ciel de doré et d'ambre. Dans les rues de Pompéi, la vie s'éveille comme chaque matin depuis des générations. Les échoppes ouvrent leurs volets. Les vendeurs crient leurs marchandises. Les enfants jouent entre les pierres de guet qui traversent les chaussées. C'est le 24 octobre de l'an 79 après Jésus-Christ. Une journée ordinaire dans l'une des cités les plus prospères de l'Empire romain. Mais dans quelques heures, Pompéi cessera d'exister. Et paradoxalement, elle ne mourra jamais vraiment. Ils appelaient cela vivre à l'ombre du Vésuve. Mais ce que la montagne leur réservait était bien pire qu'une simple ombre. Marcus Lucretius se réveille dans sa domus, cette demeure confortable près du centre-ville. Homme d'affaires prospère, il ignore qu'il lui reste moins de 12 heures à vivre. Dans l'atrium, la lumière matinale traverse le compluvium, cette ouverture dans le toit. En contrebas, l'impluvium recueille l'eau de pluie. Tout est ordre et beauté. Les esclaves s'affairent déjà. L'un balaie la mosaïque avec des gestes précis, un autre remplit les lampes à huile. L'odeur du pain frais monte de la cuisine. Marcus se dirige vers le lararium, ce petit hôtel domestique où reposent les statuettes des dieux du foyer. Il allume un bâton d'encens. « Encore une journée d'opportunité », murmure-t-il. Ses prières pour la protection seront mises à l'épreuve d'une manière qu'il ne peut imaginer. Au petit déjeuner dans le triclinium, sa femme Livia mentionne avec désinvolture. Ces tremblements m'ont encore tenu éveillé cette nuit. C'est la 4e fois cette semaine. Marcus hausse les épaules. La montagne gronde toujours. Tu te souviens du grand séisme il y a 10 à 7 ans? Nous avons reconstruit. La vie a continué. Ces petites secousses ne sont rien. Si seulement il savait. Si ces récits oubliés de l'Antiquité vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres que l'histoire officielle préfère ignorer. Revenons maintenant à Pompéi, où le temps file inexorablement. Dehors, Pompéi vit son dernier matin. Les pierres de guet permettent aux piétons de traverser les rues sans marcher dans les détritus et les déjections animales. Les chariots tirés par des bœufs naviguent entre ces obstacles, leurs roues usant des sillons profonds dans la pierre. Les fontaines publiques débordent d'activité. Les femmes y remplissent leurs cruches en échangeant les derniers potins. Tu as senti la terre bouger encore cette nuit? Oui, mais mon mari a dormi comme un mort. Il dit que le Vésuve nous rappelle simplement qui commande. Conversation banale, inquiétude minimale. Elles ne savent pas que la montagne prépare bien plus qu'un simple rappel. Marcus et son fils Quintus, 15 ans, se dirigent vers le forum. Cette grande place ouverte bas du cou de la cité. Temples, bureaux gouvernementaux, basiliques judiciaires. Les marchands négocient, les politiciens débattent, les citoyens vaquent à leurs affaires. Au-dessus de tout cela se dresse le Vésuve. Sa silhouette conique domine l'horizon depuis toujours. Ses pentes fertiles produisent les meilleurs vins de l'Empire. Pendant des générations, le volcan est resté endormi. Les Pompéiens ont grandi confortables dans son ombre. Jamais ils n'imaginent la puissance destructrice qui sommeille dans ses entrailles. Dans un thermopolium, ces échoppes de restauration rapide, des hommes se tiennent debout au comptoir en L. Des jarres de terre cuites encastrées contiennent de la nourriture chaude. Ils avalent un ragoût de poisson avec du pain, arrosé de vin coupé d'eau. Sur les murs, des fresques colorées vantent les spécialités de la maison. Mon cousin se bat dans les jeux la semaine prochaine, se vante un client. Il s'entraîne depuis des mois. Il dit qu'il dédiera sa victoire à Vénus, la déesse protectrice de Pompéi. Il ne sait pas qu'il n'y aura jamais de jeu la semaine prochaine. Vers midi, le premier signe apparaît. Une légère secousse fait teinter les coupes sur les tables, puis une autre, plus forte. Quelques personnes jettent un regard inquiet vers le Vésuve. Pour la première fois,
quelque chose diffère. Un mince filet de fumée noire s'élève du sommet. Un vieil homme au visage buriné pointe du doigt. La montagne respire lourdement aujourd'hui. Il y a dans sa voix une note d'inquiétude absente des mentions désinvoltes des tremblements plus tôt. Marcus l'aperçoit aussi. Peu. Être devrions-nous conclure nos affaires rapidement? Je veux vérifier que ma famille va bien. Comme pour répondre à cette inquiétude croissante, un grondement plus profond émane de la montagne. Le sol tremble plus distinctement. Les conversations s'arrêtent. Les têtes se tournent vers le Vésuve. Le filet de fumée s'est épaissi, noirci. L'ambiance change dans les rues. L'agitation décontractée prend une teinte d'incertitude. Les parents rappellent leurs enfants. Les marchands commencent à sécuriser leurs marchandises. Personne ne panique encore. Mais une sensation palpable s'installe. Quelque chose d'inhabituel se produit. Marcus et Quintus se hâtent vers leur demeure. Les rues deviennent plus encombrées. D'autres rentrent également vers leur famille. Les tremblements continuent, augmentant en fréquence et en intensité. Quand ils atteignent la Domus, un nuage de fumée noire est clairement visible au-dessus de la montagne. Livia et leur fille Julia, 12 ans, les attendent dans l'atrium, le visage inquiet. Que se passe-t-il? Je ne suis pas certain, répond Marcus en tentant de paraître calme, mais je pense que nous devrions nous préparer à quitter la ville. Alors que la famille commence à rassembler objets de valeur et nécessité, un rugissement colossal fend l'air, si puissant qu'il semble ébranler les fondations mêmes de la terre. Tous se figent, les yeux écarquillés de terreur. Marcus se précipite vers la porte. Ce qu'il voit glace son sang. Le sommet de la montagne semble avoir explosé. Une colonne massive de fumée noire, de cendres et de feu jaillit à des milliers de pieds dans le ciel. La colonne monte, monte encore, s'élargissant au sommet comme un pain monstrueux. Les premiers morceaux de pierre ponce commencent à pleuvoir du ciel. Petits d'abord, pas plus gros que des pièces de monnaie, crépitant sur le toit comme de la grêle. « Ne prenez que ce que vous pouvez porter », ordonne Marcus, la voix tendue. Ces moments d'histoire figés dans le temps révèlent notre fragilité face aux forces de la nature. Si vous voulez explorer d'autres catastrophes oubliées de l'Antiquité, abonnez-vous à Historicus, car certaines leçons du passé méritent qu'on s'en souvienne. La famille se précipite pour rassembler ce qui compte. Un coffret de pièces, des bijoux, quelques reliques familiales. Les esclaves reçoivent l'ordre d'emporter les provisions essentielles. Dehors, les rues se remplissent de citoyens paniqués. La pierre ponce qui tombe grossit. Certains morceaux atteignent la taille d'un poing, causant des blessures quand ils frappent les gens. Le ciel, bleu et lumineux quelques heures plus tôt, s'est assombri en un gris-noir sinistre, comme si la nuit était tombée en plein jour. Marcus dirige sa famille vers le port, espérant fuir par la mer. Des milliers d'autres ont la même idée. Un flot terrifiant d'humanité se déverse dans les rues étroites. L'air devient difficile à respirer, saturé de cendres et de fumées âcres. « Couvrez-vous la bouche avec du tissu !» crie Marcus par-dessus le vacarme, déchirant un morceau de sa tunique pour Julia. Les débris qui tombent deviennent plus lourds, plus dangereux. Les bâtiments commencent à s'effondrer sous le poids qui s'accumule sur leurs toits. Les rues ordonnées se transforment en parcours d'obstacles de maçonnerie effondrée, de possessions abandonnées et, dans certains cas tragiques, de corps de ceux qui ont déjà succombé. Le rythme de la pierre ponce qui tombe crée un fond sonore presque hypnotique. Tap, tap, tap sur les rues pavées. Crac, snap, grondement quand les structures cèdent. Et à travers tout cela, le rugissement distant et continu du volcan. Comme un dieu ancien réveillé de son sommeil, libérant sa colère sur le monde des mortels. La couverture de cendres s'épaissit. L'air devient plus difficile à respirer. La cité autrefois vibrante est lentement effacée, recouverte d'un linceul gris
qui la préservera pour les siècles à venir. Marcus hurle par-dessus son épaule. « Restez proches !» Il tient Quintus d'une main, Livia de l'autre. Julia s'accroche à sa mère, son jeune visage un masque de terreur, partiellement caché par le tissu qui couvre sa bouche et son nez. Derrière eux suivent 2 esclaves domestiques portant des ballots de provisions essentielles. La pierre ponce qui tombe est devenue un danger constant. Les morceaux grossissent. Certains ont maintenant la taille de petits fruits et tombent avec assez de force pour causer de graves blessures. Partout autour d'eux, les gens se couvrent la tête avec des oreillers, des planches de bois, tout ce qu'ils peuvent trouver. Un homme titube en passant, du sang coulant d'une blessure sur son front où un morceau de pierre ponce l'a frappé. Le port est le chaos, avertit-il avant de poursuivre sa fuite dans une autre direction. Mieux vaut se diriger vers les collines. Marcus hésite. La famille se dirigeait vers le port, espérant s'échapper par la mer, mais maintenant le doute s'installe. Est-ce toujours la meilleure option? Que devrions-nous faire, père? Demande Quintus, sa voix ferme malgré la peur évidente dans ses yeux. Avant que Marcus ne puisse répondre, un fracas retentit à proximité. Le toit d'une boutique s'effondre sous le poids de la pierre ponce et des cendres accumulées. Nous continuons vers le port, décide fermement Marcus. Au moins là-bas, nous avons une chance de nous éloigner de la montagne. Ils progressent dans des rues qui deviennent de plus en plus difficiles à parcourir. Les cendres atteignent maintenant la hauteur des chevilles par endroits, comme marcher dans du sable mou. Les bâtiments qui ont tenu pendant des générations commencent à céder. Leurs toits s'effondrent, leurs murs se fissurent sous les tremblements répétés et le poids qui pèse sur eux. Près du temple d'Apollon, un vieux prêtre se tient debout, défiant, dans le forum ouvert, bras levés vers le ciel noirci. Apaisez les dieux, crie-t-il à quiconque veut l'écouter. Faites des offrandes, priez pour la miséricorde. Quelques citoyens effrayés se sont rassemblés autour de lui, s'agenouillant dans les cendres. Alors que vous observez, un gros morceau de pierre ponce frappe le vieux prêtre à l'épaule, l'envoyant s'effaler. Ses fidèles l'aident à se relever, et il se réfugie dans la relative sécurité du temple. À travers la brume apocalyptique qui s'épaissit, on aperçoit différentes scènes se dérouler à travers la cité. Une jeune mère enveloppe son nourrisson dans des couches de tissu pour le protéger des débris qui tombent, puis continue sa fuite avec le bébé serré contre sa poitrine. Un groupe d'hommes pénètre par effraction dans une villa abandonnée, cherchant des objets de valeur laissés derrière. Un chien court frénétiquement dans les rues, aboyant et cherchant son maître. La famille Lucretius atteint la rue animée de la Via dell'Abbondanza. Normalement, le cœur commercial vibrant de Pompéi, c'est maintenant un corridor de peur, étouffé par des citoyens en fuite. Les boutiques qui bordent la rue, boulangeries, caves à vin, marchands de textiles, étals de nourriture, se dressent abandonnés, certaines avec des marchandises encore exposées. Moment figé de vie ordinaire, interrompu par le désastre. L'air s'est épaissi, plus difficile à respirer. Ce n'est plus seulement des cendres maintenant, mais aussi des fumées toxiques qui s'échappent de sous la terre. Autour d'eux, les gens toussent, certains s'effondrent à genoux, luttant pour respirer. Couvrez vos visages plus serrés, ordonne Marcus à sa famille. Respirez à travers le tissu. Julia trébuche, manquant de tomber dans les cendres qui s'épaississent. Un des esclaves, un homme nommé Titus qui est avec la famille depuis des années, la soulève sans briser le pas. « Je te tiens, petite maîtresse, » dit-il, sa propre respiration laborieuse mais son dévouement inébranlable. Le groupe fait une pause dans l'abri d'un portique pour reprendre son souffle. La scène autour d'eux est apocalyptique. Le ciel s'est assombri en un noir-gris profond et contre nature, avec seulement l'éclair occasionnel de la colonne éruptive fournissant une brève illumination fantomatique. La pluie continue de pierres ponces et de cendres crée un martèlement persistant et terrifiant.
Livia agrippe le bras de Marcus. Les enfants. Nous devons penser aux enfants. Faisons-nous le bon choix. Avant que Marcus ne puisse répondre, un homme titube vers eux à travers le portique couvert de cendres. C'est Numerius Papidius, un citoyen éminent et ami de la famille. Marcus, appelle-t-il, sa voix rauque de cendres. Ne va pas au port, je viens de là-bas. La mer s'est retirée sur des centaines de pieds du rivage. Les navires sont échoués dans la boue. Et les vagues, quand elles reviendront. Il fait un geste de crash avec ses mains. Certains navires ont déjà été submergés. Il Fierceau, navires ont déjà été submergés. Ce sont là de sombres nouvelles. Quand la mer se retire dramatiquement, elle revient souvent avec une force dévastatrice. « Que vas-tu faire ?» demande Marcus à son ami. « Ma famille s'est réfugiée dans la cave de ma villa de campagne, à l'extérieur des murs de la ville, » répond Numerius. « Je suis revenu pour aider d'autres personnes. Les bâtiments en pierre sont les plus solides. Certains peuvent survivre si les toits ne s'effondrent pas sous le poids. » Comme pour souligner son propos, une autre secousse ébranle le sol et plus de pierres ponce-pleut autour du portique. Marcus regarde sa famille, le visage effrayé de sa femme, l'expression déterminée de son fils, sa fille tenue en sécurité dans les bras de leur esclave loyal. « Nous nous dirigerons vers la Villa des Mystères », décide Théil finalement, nommant un grand domaine à la périphérie de la ville. Mon ami Lucius en est le propriétaire. Les bâtiments sont solides et c'est assez loin du forum pour qu'il y ait moins de gens qui y cherchent refuge. Numerius hoche la tête en signe d'approbation. Un choix sage. La villa a des murs épais et des pièces solides. Si un bâtiment survit, ce pourrait être celui-là. Avec leur nouvelle destination décidée, la famille quitte l'abri du portique. La progression est encore plus difficile maintenant. Les cendres sont profondes par endroits et la pluie continue de pierres ponces a créé des tas de débris traîtres. Ils sont forcés de faire des détours plusieurs fois autour de bâtiments effondrés ou de rues rendues impraticables par les décombres. L'évacuation est devenue plus désespérée maintenant. Ceux qui ont retardé leur départ essaient frénétiquement de rattraper le temps perdu. Un chariot surchargé s'est renversé à un coin, déversant les possessions d'une famille à travers la rue. Le propriétaire essaie vainement de récupérer ce qu'il peut, tout en pressant sa femme et ses enfants de continuer à pied. « Laisse tout » crie Théil quand sa femme essaie de l'aider. « Partez. Allez. » Le drame humain qui se déroule est à la fois déchirant et inspirant. Des actes d'égoïsme se produisent aux côtés de moments d'héroïsme et de sacrifices extraordinaires. Un homme abandonne une vieille femme, probablement sa mère, quand elle ne peut pas suivre son rythme. Quelques instants plus tard, un étranger s'arrête pour aider la femme, la portant à moitié malgré le danger pour lui-même. À travers tout cela, le mont Vésuve continue son assaut. Le rugissement ne s'est pas atténué. Au contraire, il est devenu plus fort. Alors que la famille Lucretius se dirige vers le bord nord-ouest de la ville, vers la Villa des Mystères, la nature de l'éruption commence à changer. La pluie continue de pierres ponces et de cendres est déjà suffisamment mauvaise, mais quelque chose de bien pire se prépare. On remarque d'abord un nuage étrange se formant sur les pentes de la montagne, différent de la colonne imposante au-dessus. Ce nuage épouse le sol, se déplaçant avec une vitesse terrifiante sur le flanc de la montagne vers la ville. Il est sombre, roulant avec des éclairs internes, consumant tout sur son passage. C'est la première coulée pyroclastique, une avalanche surchauffée de gaz, de cendres et de fragments de roches qui peut se déplacer à des centaines de kilomètres à l'heure et atteindre des températures de plusieurs centaines de degrés. Elle représente la phase la plus meurtrière de l'éruption, celle qui réclamera la plupart des vies perdues à Pompéi. Personne dans le monde antique n'a de nom pour ces phénomènes, ni ne comprend la science qui les sous-tend. Tout ce que les Pompéiens savent,
c'est que quelque chose de nouveau et de terrifiant approche. « Regarde ça », dit Quintus en pointant vers la montagne, son jeune visage pâle de terreur. Le nuage qui épouse le sol se déplace à une vitesse impossible, engloutissant la campagne entre le volcan et la ville. « Courez !» crie Marcus, saisissant Julia de Titus et poussant sa famille en avant avec une urgence renouvelée. « Nous devons atteindre la villa maintenant. » Le rythme de la famille s'accélère en un sprint désespéré. Tout autour d'eux, d'autres qui ont repéré le nuage qui approche courent également. Un exode de masse motivé par le pur instinct de survie. La villa des mystères se dresse juste devant, ses murs rouges à peine visibles à travers l'air saturé de cendres. Nommée d'après la remarquable fresque à l'intérieur représentant des cérémonies rituelles mystérieuses, la villa est l'une des plus grandes demeures privées de la région. Ils ne sont pas les seuls à y chercher refuge. Des dizaines de personnes se sont déjà réfugiées à l'intérieur du péristyle de la villa, le jardin à colonnes, au centre de la maison. Certains sont résidents de la villa, d'autres sont des réfugiés comme la famille Lucretius. Le propriétaire, Lucius, un riche marchand et vieil ami de Marcus, les accueille avec un soulagement sombre. « Grâce aux dieux, vous êtes arrivés », dit-il en embrassant brièvement Marcus. « Nous accueillons autant de personnes que possible. » Le péristyle serait normalement un lieu de beauté et de tranquillité avec ses colonnes élégantes entourant un jardin rempli de fleurs, de statues et d'une fontaine centrale. Maintenant, c'est un havre de dernier recours, bondé de gens effrayés regardant le ciel s'assombrir de plus en plus à l'extérieur. Le nuage de la montagne, commence Marcus en essayant de reprendre son souffle. Il vient dans cette direction. Je sais, interrompt Lucius, son visage grave. Nous l'avons observé, nous l'avons observé, nous l'avons observé. C'est pourquoi j'ai ordonné à tout le monde de se déplacer vers les pièces intérieures, loin de l'atrium et de toutes les entrées. Les pièces plus profondes, sans fenêtres, peuvent offrir plus de protection. Pendant qu'il parle, une femme se précipite dans le péristyle depuis la direction de l'atrium. « Il arrive !» hurle-t-elle. « Le nuage noir est au mur. » La panique éclate parmi les réfugiés. Les gens commencent à pousser vers les portes intérieures, essayant d'atteindre les pièces sans fenêtres au centre de la villa. Dans la bousculade, les familles sont séparées. Les enfants crient pour leurs parents. Les personnes âgées luttent pour garder leur équilibre. « Restez ensemble !» crie Marcus à sa famille, formant une chaîne humaine avec leurs mains fermement liées. « Ne lâchez pas !» Il se fraye un chemin à travers la foule paniquée, se dirigeant vers une petite pièce robuste qui aurait pu autrefois être un espace de stockage pour le vin ou les provisions. Ses murs épais et son absence de fenêtres en font l'un des endroits les plus sûrs pour s'abriter. La pièce est déjà bondée, mais les gens se serrent pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Les lampes à huile fournissent une lumière vacillante, projetant de longues ombres sur les visages effrayés. L'air est vicié et de plus en plus difficile à respirer, rempli des exhalations de dizaines de personnes et des cendres qui s'accrochent à leurs vêtements et cheveux. À l'extérieur, le monde est devenu complètement noir. Même la lumière maigre qui pénétrait le nuage de cendres plus tôt a disparu. Le bruit de la pierre ponce qui tombe sur le toit de la villa est maintenant accompagné d'un nouveau son, un rugissement profond et précipité qui devient rapidement plus fort. « À terre !» crie quelqu'un. « Couvrez vos têtes !» La famille Lucretius se blottit dans un coin de la pièce. Marcus enveloppe ses bras autour de Livia et Julia, tandis que Quintus se presse contre le côté de son père. Les esclaves loyaux Titus et une femme nommée Drusilla s'accroupissent à proximité, leur distinction de statut temporairement oubliée dans ce moment d'humanité partagé face à la mort. « Je vous aime tous », dit Marcus, sa voix ferme malgré la terreur dans ses yeux. Le bruit de précipitation à l'extérieur devient un rugissement assourdissant. Les murs de la villa commencent à vibrer.
La poussière se détache du plafond. Les gens prient, pleurent ou restent assis dans un silence stupéfait. Et puis ça frappe. La coulée pyroclastique qui définira le destin de Pompéi. Le nuage surchauffé de gaz et de cendres enveloppe la villa, cherchant une entrée par chaque fissure et ouverture. La température extérieure monte à des centaines de degrés en un instant. À l'intérieur de la pièce sans fenêtre, la température commence également à grimper, bien que plus lentement. Les murs de pierre épais fournissent une certaine isolation, mais l'air devient plus chaud à chaque seconde. Respirer devient douloureux alors que l'air chauffé brûle les poumons. Respirez à travers vos tuniques, halète Marcus, pressant le tissu de son vêtement contre sa bouche. La chaleur continue de monter. Certains des individus les plus faibles, les très jeunes, les personnes âgées, ceux déjà affaiblis par l'évacuation ardue, commencent à perdre conscience. La pièce devient plus silencieuse, à l'exception de respirations laborieuses et de gémissements occasionnels de détresse. Julia s'affaisse contre son père, son petit corps devenant mou. « Julia !» crie Livia en secouant sa fille. Les yeux de la fille papillonnent mais ne s'ouvrent pas. Elle s'est juste évanouie de la chaleur, assure Marcus à sa femme, bien que l'incertitude teinte sa voix. Elle ira bien. Mais la coulée pyroclastique à l'extérieur ne montre aucun signe d'apaisement. Au contraire, elle s'intensifie. La chaleur dans la pièce monte à des niveaux insupportables. Un par un, les gens succombent à la chaleur et au gaz toxique qui s'infiltre. Marcus serre sa famille plus près, leurs corps pressés ensemble dans une dernière étreinte. « Fermez les yeux », murmure-t-il. Pensez aux brises fraîches de la mer. Pensez aux fleurs de printemps dans le forum. Pensez à... Sa voix se tait alors que la conscience commence à s'échapper de tous. Les esclaves loyaux Titus et Drusilla tendent la main pour toucher la famille qu'ils ont servie dans la vie. Toutes les frontières sociales effacées dans leurs derniers moments. À l'extérieur, la coulée pyroclastique continue son passage mortel sur Pompéi, scellant le destin de la ville et de la plupart de ses habitants. Les cendres et la pierre ponce continuent de tomber, ensevelissant structures et corps, créant la capsule temporelle qui préservera ce moment pendant des siècles à venir. Dans leurs derniers instants, alors que la conscience s'estompe, la famille Lucretius et ceux qui les entourent n'ont aucune idée qu'ils deviendront une fenêtre sur la vie romaine pour les générations futures. Ils ne savent pas que leur ville, leur maison, leurs possessions et, tragiquement, leurs corps seront préservés dans des détails stupéfiants. Un instantané d'une civilisation vibrante, figée au moment de la catastrophe. La coulée pyroclastique passe, mais d'autres suivront. L'éruption du Vésuve continuera pendant de nombreuses heures, peut être des jours, ajoutant couche après couche de matière volcanique au linceul couvrant Pompéi. Quand elle se terminera finalement, la ville reposera sous des mètres de cendres et de pierres ponce, entièrement cachée de la vue. Son emplacement finalement oublié, alors que de nouvelles colonies sont construites à proximité. Le bruit de précipitation s'estompe, remplacé par un silence étrange rompu seulement par le crépitement plus doux des cendres qui tombent. La première coulée est passée, laissant la destruction dans son sillage. Dans la pièce où la famille Lucretius a cherché refuge, la plupart ont déjà péri de la chaleur intense et des gaz toxiques. Quelques individus plus forts s'accrochent à la vie, mais leur sort est scellé par les coulées suivantes, qui viendront par vagues tout au long de l'éruption. Alors que la vie s'écoule des derniers survivants, les cendres continuent de tomber, couvrant doucement les corps, remplissant les pièces, lissant les contours de la ville autrefois animée. Elles tombent sur le forum, où les marchands faisaient des affaires quelques heures auparavant. Elles tombent sur l'amphithéâtre, où les gladiateurs combattaient sous les acclamations de milliers de spectateurs. Elles tombent sur les temples où les prières sont restées sans réponse, sur les thermes où les citoyens se socialisaient autrefois, sur les boulangeries où le pain repose encore dans les fours,
jamais consommée. Pompéi devient une ville fantôme, ses rues vides sauf pour les corps de ceux qui n'ont pu s'échapper, maintenant doucement couverts par le linceul volcanique qui les préservera pendant des millénaires. Les peintures murales vibrantes, les graffitis, les mosaïques, tout est scellé, protégé des ravages du temps par le désastre même qui a coûté tant de vies. Dans la pièce où la famille Lucretius a livré son dernier combat, les cendres commencent à filtrer à travers les fissures et les ouvertures, couvrant les corps blottis. Au fur et à mesure que la matière organique de leur corps se décompose éventuellement, ils laisseront derrière eux des creux dans les cendres durcies, des vides en forme humaine que, des siècles plus tard, les archéologues rempliront de plâtre pour recréer leurs derniers moments. L'esclave loyal Titus, tenant toujours protectivement sa petite maîtresse Julia, Livia et Marcus embrassant leur fils Quintus, pressés contre eux. Drusilla tendant la main pour toucher la famille qu'elle a servie. Ces postures de leurs derniers moments seront préservées. Un tableau déchirant d'une famille, faisant face à la mort ensemble. Et ainsi, il reste. Les heures deviennent des jours. Les jours deviennent des années. Les années deviennent des siècles. Pompéi glisse de la mémoire. Son emplacement se perd dans le temps. L'éruption s'estompe en légende. Un récit d'avertissement transmis à travers les générations. Et pendant tout ce temps, sous le sol fertile qui finira par recouvrir les cendres, la ville attend. Ses rues, ses bâtiments, ses artefacts et ses habitants parfaitement préservés. Un moment de l'histoire figé par la fureur du Vésuve. Le rythme doux des cendres qui tombent continue comme une berceuse pour la ville morte. Couche après couche, elles s'accumulent, créant la capsule temporelle qui finira par révéler tant de choses sur la vie romaine. La montagne a repris ce qui se tenait dans son ombre. Et ce faisant, elle a paradoxalement assuré que Pompéi et ses habitants ne seront jamais vraiment oubliés. 17 siècles de silence. Les ruines couvertes de cendres de Pompéi reposent dans le silence pendant des siècles. Les rues, autrefois animées, maintenant immobiles et cachées du monde au-dessus. La mémoire de la ville s'est estompée, son emplacement exact oublié au fil des générations. Les agriculteurs labourent le sol volcanique fertile qui recouvre les ruines anciennes, ignorant l'extraordinaire capsule temporelle qui se trouve sous leurs pieds. Parfois, quelqu'un pourrait creuser un puits ou labourer un champ et rencontrer une pierre curieuse ou un artefact, mais ces découvertes sont rejetées comme des curiosités. Leur véritable signification négligée. Près de 10 à 7 siècles passent ainsi. L'Empire romain s'élève et s'effondre. Des nations naissent et se transforment. Le monde change d'innombrables façons que les citoyens de Pompéi n'auraient jamais pu imaginer. Et pendant tout ce temps, leur ville attend, préservée dans son moment de tragédie, intouchée par le temps. La redécouverte de Pompéi commence non par une grande expédition, mais par une série d'accidents et de coïncidences. En 1592, un architecte nommé Domenico Fontana creuse un canal pour détourner la rivière Sarno quand il découvre des murs anciens et des inscriptions. Mais il note simplement ces découvertes et continue son travail, sans réaliser leur importance. La véritable redécouverte attendra 1738. Des ouvriers creusent les fondations d'un palais d'été pour le roi de Naples, Charles de Bourbon, quand il heurte quelque chose d'inhabituel. Des statues anciennes en marbre et en bronze d'un artisanat remarquable. Le roi, intrigué par ces découvertes, ordonne plus de fouilles dans la région. Initialement, ces fouilles ne sont pas ce que nous considérerions comme de l'archéologie appropriée aujourd'hui. C'est plus comme des chasses au trésor. Les ouvriers reçoivent l'ordre de trouver des objets de valeur qui pourraient décorer les palais du roi ou être ajoutés à sa collection. Peu d'attention est accordée au contexte de ces découvertes, ou aux découvertes moins spectaculaires qui auraient pu révéler plus sur la vie quotidienne. Les fouilleurs ne savent même pas quelle ville ils ont trouvée. Au début, ils croient qu'ils fouillent Stabis, une autre ville détruite par le Vésuve.
Ce n'est qu'en 1763 qu'une inscription est découverte, identifiant clairement le site comme Pompéi. Si cette plongée dans les mystères enfouis de l'Antiquité vous passionne, abonnez-vous à Historicus, car chaque artefact découvert raconte une histoire que les siècles ont voulu effacer. Poursuivons maintenant ce voyage à travers le temps. Au fil des décennies, l'approche des fouilles évolue. Les érudits commencent à reconnaître qu'il y a de la valeur non seulement dans les beaux objets, mais dans la compréhension du contexte dans lequel ils sont trouvés, dans la reconstruction de la vie quotidienne, plutôt que simplement dans la collecte de trésors. L'une des figures les plus importantes de cette évolution est Giuseppe Fiorelli. Il devient directeur des fouilles en 1863, après l'unification de l'Italie. Fiorelli révolutionne l'approche de Pompéi. Il introduit des méthodes systématiques qui forment le fondement de l'archéologie moderne. Nous devons fouiller non pas pour trouver de belles choses, mais pour augmenter les connaissances historiques, insiste Fiorelli auprès de ses ouvriers. Chaque fragment, chaque mur, chaque espace a une histoire à raconter. Sous la direction de Fiorelli, Pompéi est divisé en une grille de régions et de blocs insulaires, créant un système pour documenter précisément l'emplacement de chaque découverte. Il insiste sur une fouille minutieuse qui préserve les structures plutôt que de creuser des tunnels à travers elles. Mais l'innovation la plus célèbre de Fiorelli vient d'une observation remarquable. En fouillant, les ouvriers rencontrent occasionnellement des cavités curieuses dans les cendres volcaniques, des espaces où quelque chose a été enfermé mais s'est depuis décomposé, laissant son empreinte dans le matériau compacté. Fiorelli réalise que ces cavités sont les espaces laissés par les corps des victimes. Au fil des siècles, les tissus mous se sont décomposés, mais les cendres durcies ont conservé la forme exacte de leur corps au moment de la mort. Dans un éclair de génie, il développe une technique pour remplir ces cavités de plâtre, créant des moulages qui révèlent les victimes dans des détails stupéfiants. Leur posture, leurs vêtements et même leurs expressions faciales préservées dans leurs derniers moments. Imaginez le jour de cette découverte révolutionnaire. C'est une chaude matinée de printemps en 1863. Fiorelli supervise les fouilles dans une rue près de la porte Stabienne. Un ouvrier nommé Marco appelle avec excitation, ayant découvert une grande cavité dans les cendres. Directeur Fiorelli, il y a quelque chose d'étrange ici. Un grand espace creux avec ce qui ressemble à des os à l'intérieur. Fiorelli se précipite, son esprit savant déjà en train de s'emballer avec des possibilités. Il examine attentivement la cavité, notant les os humains visibles à une extrémité. « C'est ça », murmure-t-il presque pour lui-même. « C'est ce sur quoi j'ai théorisé. » Il se tourne vers son assistant. « Apportez immédiatement le mélange de plâtre. Nous allons essayer quelque chose de nouveau. » Les ouvriers mélangent soigneusement du plâtre de Paris avec de l'eau, créant un liquide qui peut être versé dans la cavité. Fiorelli dirige l'opération, s'assurant que le plâtre s'écoule dans chaque partie de l'espace. Ensuite, ils attendent qu'il durcisse, l'anticipation palpable parmi les ouvriers et érudits rassemblés. Le lendemain, ils enlèvent soigneusement les cendres environnantes pour révéler ce que le plâtre a capturé. Et le résultat est à couper le souffle. Là, rendu dans un détail parfait, se trouve la forme d'une personne prise dans son dernier moment. C'est un homme allongé sur le dos, ses mains levées dans une tentative futile de se protéger de la coulée pyroclastique mortelle. Le plâtre a capturé chaque détail, les plis de ses vêtements, ses sandales attachées, même l'expression angoissée sur son visage. « Remarquable !» murmure l'un des érudits présents. C'est comme si nous le regardions à travers les siècles au moment même de sa mort. Fiorelli hoche la tête solennellement. Ce n'est pas seulement une technique scientifique, c'est notre devoir envers les morts, de se souvenir d'eux, de témoigner de leurs derniers moments.
Cette technique finira par être utilisée pour créer des centaines de moulages, chacun racontant sa propre histoire poignante. Une mère berçant son enfant, un chien se débattant contre sa chaîne, un groupe de personnes blotties ensemble dans leurs derniers moments. Ces moulages humanisent le désastre d'une manière que les artefacts seuls ne pourraient jamais, créant une connexion émotionnelle puissante entre les spectateurs modernes et la tragédie antique. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent à travers la fin du XIX et le XXe siècle, de plus en plus de Pompéi est découverte, révélant une image remarquablement complète de la vie urbaine romaine. Maisons ordinaires, boutiques, bâtiments publics, rues, systèmes d'eau, graffitis, tout préservé comme figé dans le temps. Une découverte particulièrement remarquable arrive sous forme d'aliments carbonisés. Des miches de pain encore dans les fours, des fruits dans des bols, et même des repas complets qui étaient sur les tables quand l'éruption a commencé. Ces découvertes fournissent un aperçu sans précédent du régime romain et des méthodes de préparation des aliments. La maison des Vétii est fouillée dans les années 1890, révélant certaines des fresques les plus belles et les mieux préservées de toute Pompéi. Les frères Aulus et Numerius Vettius, riches affranchis qui avaient autrefois été esclaves eux-mêmes, n'avaient clairement épargné aucune dépense pour décorer leur maison avec des œuvres d'art vibrantes représentant des scènes mythologiques et de charmants cupidons engagés dans divers métiers. À proximité, les archéologues découvrent les moulages en plâtre qui pourraient bien avoir été les frères Vétii et leurs maisonnées, confirmant l'histoire que nous avons imaginée de leurs derniers moments ensemble. Les graffitis trouvés sur les murs de Pompéi se révèlent particulièrement précieux, offrant des aperçus non filtrés des pensées, des opinions et des préoccupations quotidiennes des gens ordinaires. Slogans politiques, publicités, déclarations d'amour, blagues, crues et insultes. Un mur porte l'inscription « Celadus, le gladiateur crasse, fait le bonheur de toutes les filles ». Ce simple graffito confirme notre histoire du gladiateur populaire qui, dans notre récit, est mort en aidant d'autres à s'échapper de l'éruption. Un autre dit « J'ai fait du pain ici, le boulanger Proculus ». Un humble travailleur laissant sa marque pour la postérité, n'imaginant jamais que sa simple déclaration serait lue des milliers d'années plus tard. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient dans le XXe siècle, les méthodes archéologiques deviennent de plus en plus sophistiquées. Des scientifiques de diverses disciplines, volcanologie, anthropologie, paléobotanique et autres, commencent à collaborer, chacun apportant son expertise pour comprendre différents aspects de Pompéi et de sa destruction. Dans les années 1980 et 1990, les archéologues commencent à utiliser des techniques plus avancées pour examiner les restes humains trouvés à Pompéi. En analysant les os, ils peuvent déterminer des détails sur le régime alimentaire, les conditions de santé et même les professions. L'analyse dentaire révèle une santé bucco-dentaire étonnamment bonne parmi de nombreux Pompéiens, probablement en raison de leur régime pauvre en sucre et du fluorure naturel dans l'eau locale. Plus récemment, l'analyse ADN a offert de nouvelles perspectives sur la population de Pompéi, révélant une diversité génétique qui reflète la nature cosmopolite de l'Empire romain. Des gens de tout le monde méditerranéen et au-delà vivaient et travaillaient dans ce centre commercial animé. Peut être le plus important, les volcanologues modernes ont pu étudier l'éruption du Vésuve dans des détails sans précédent, reconstruisant la séquence des événements qui se sont déroulés ce jour fatidique d'octobre de l'an 79. Leur découverte confirme largement le calendrier que nous avons décrit dans notre histoire. La colonne initiale de cendres et de pierres ponce, suivie de coulées pyroclastiques qui ont été responsables de la plupart des morts à Pompéi et Herculanum. Aujourd'hui, environ 2/3 de l'ancienne Pompéi ont été fouillés. Environ 1/3 reste encore enfoui sous le matériau volcanique.
Cette portion non excavée est maintenant intentionnellement laissée enterrée par les archéologues, préservée pour les générations futures avec de meilleures techniques et technologies. C'est une reconnaissance que la fouille est par nature destructive. Une fois qu'un site est déterré, un certain contexte est inévitablement perdu, même avec les méthodes les plus soigneuses. Les portions excavées de Pompéi font face à leurs propres défis de préservation. L'exposition aux éléments, pluie, vent, lumière du soleil et fluctuations de température causent la détérioration des structures anciennes et des œuvres d'art. La pollution moderne et les vibrations des millions de pas des touristes ajoutent au stress sur ces vestiges fragiles. En 2010, l'un des bâtiments les plus célèbres de Pompéi, la Schola Armaturarum, maison des gladiateurs, s'est effondré après de fortes pluies, mettant en évidence le risque continu pour ces trésors archéologiques irremplaçables. Cet incident a conduit à une attention et un financement internationaux accrus pour les efforts de conservation sur le site. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues, de conservateurs, d'architectes et d'autres spécialistes travaille continuellement pour préserver ce qui a été excavé, tout en continuant à étudier et à apprendre du site. Les nouvelles technologies, du radar à pénétration de sol à la numérisation 3D, leur permettent de documenter la ville dans des détails sans précédent et de surveiller les changements subtils qui pourraient indiquer des problèmes structurels. L'un des aspects les plus poignants de Pompéi pour les visiteurs modernes est la connexion qu'ils ressentent avec les anciens Romains qui ont autrefois parcouru ces rues. Les ornières usées dans le pavage de pierre, les graffitis griffonnés sur les murs, les comptoirs des thermopolia usés lisses par des milliers de coudes qui s'appuient. Ces traces tangibles de la vie quotidienne créent un pont à travers les siècles. Quand ils voient les moulages en plâtre des victimes, un enfant recroquevillé de peur, un chien tordu dans ses dernières luttes, un couple s'embrassant alors que la mort approchait, les visiteurs modernes se retrouvent souvent profondément émus. Ce ne sont pas simplement des spécimens archéologiques, mais des êtres humains pris dans un moment de terreur et de tragédie qui transcendent le temps. Le travail archéologique à Pompéi continue à ce jour, avec de nouvelles découvertes ajoutant régulièrement à notre compréhension. En 2020, les archéologues ont découvert un thermopolium remarquablement bien préservé. Complet avec des conteneurs alimentaires décorés, les restes de canards, de chèvres, de porcs et de poissons, et des fresques annonçant les offres de l'établissement. C'était comme si la boutique n'avait été fermée qu'hier, plutôt qu'il y a près de 2000 ans. Ce travail continu garantit que Pompéi reste non pas un monument statique du passé, mais un laboratoire vivant, où notre compréhension continue d'évoluer. Chaque génération d'archéologues apporte de nouvelles questions, de nouvelles techniques et de nouvelles perspectives à ce site extraordinaire. Alors que la nuit tombe sur les ruines excavées de Pompéi, les lumières de la ville moderne scintillent au loin. Le mont Vésuve se profile en silhouette contre le ciel qui s'assombrit, un rappel constant de la force naturelle qui a à la fois détruit et préservé cette ville antique. Le volcan est entré en éruption de nombreuses fois depuis l'an 79, plus récemment en 1944, et les volcanologues le considèrent comme l'un des volcans les plus dangereux du monde en raison de la grande population vivant à proximité. Dans les heures calmes du soir, quand les touristes sont partis et que seuls les gardes de sécurité patrouillent les rues silencieuses, il est facile d'imaginer les fantômes des habitants de Pompéi vacants à leurs occupations. Marcus Lucretius négociant avec des clients dans le forum. Söladius le gladiateur s'entraînant dans les casernes. Vétusius servant de la nourriture depuis le comptoir de son thermopolium. Les frères Betty recevant des invités dans leur triclinium richement décoré. Leur ville figée dans le temps par le désastre sert maintenant de fenêtre inégalée sur le monde antique. Un rappel à la fois de la fragilité de la vie humaine et de la nature durable de la civilisation humaine. L'histoire de Pompéi, sa vie vibrante, sa destruction soudaine, son long sommeil sous les cendres et son éveil progressif par l'archéologie
continue de nous captiver, nous connectant à notre passé humain partagé à travers la vaste étendue du temps. Alors que la douce brise méditerranéenne murmure à travers les ruines, portant le parfum de pin et de mer lointaine, nous pouvons presque entendre les échos de voix romaines de ce jour fatidique, poursuivant leur vie ordinaire, ignorant que leur dernier moment deviendrait un témoignage durable de l'expérience humaine, préservée pendant des milliers d'années sous l'ombre de la montagne. Le doux clair de lune illumine les pierres anciennes, projetant des ombres douces à travers le forum où les citoyens se rassemblaient autrefois. Les temples où ils priaient, et les maisons où ils vivaient, aimaient et finalement trouvaient leur fin. Dans cette scène nocturne paisible, si différente du chaos de l'éruption, Pompéi continue son témoignage silencieux mais éloquent sur les vies qui ont été vécues et perdues ici. Des gens ordinaires dont la préservation extraordinaire nous permet de tendre la main à travers le temps et de reconnaître notre humanité commune. Les Romains avaient un dicton, Memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Mais Pompéi ajoute une vérité complémentaire. Souviens-toi aussi que quelque chose de nous demeure, que les petits moments de nos vies peuvent parler aux générations futures de façon que nous ne pouvons prédire. C'est peu, être le don le plus profond de Pompéi. Pas seulement une fenêtre sur le passé, mais un miroir qui reflète notre propre humanité vers nous, nous encourageant à considérer quelles traces nous laisserons derrière nous. Quelles histoires seront racontées de nous quand notre propre chapitre dans le livre de l'histoire sera clos. Les archives historiques révèlent que sur les 20 000 habitants de Pompéi, environ 2 000 ont péri ce jour-là. Les autres ont fui à temps, vers Naples, vers d'autres cités, emportant avec eux leurs souvenirs et leurs traumatismes. Mais ceux qui sont restés, figés dans la cendre, nous parlent encore aujourd'hui, à travers les moulages de plâtre, à travers les fresques préservées, à travers les graffitis griffonnés sur des murs qui n'existent plus. Ils nous rappellent que la vie est fragile, que les catastrophes arrivent sans prévenir, mais aussi que l'humanité persiste, que nos histoires survivent, que même dans la mort, nous pouvons encore enseigner aux vivants. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Pour plus de récits que l'histoire a tenté d'effacer, abonnez-vous à Historicus, car certaines vérités méritent d'être rappelées, même quand elles dérangent, surtout quand elles dérangent.